Bonjour, si ce sentiment de se répéter en boucle ou de se battre contre le bruit en classe est un peu trop familier, alors ce qui suit va vraiment parler. On va décortiquer ensemble ces frustrations du quotidien pour en faire sortir des stratégies concrètes qui marchent, basées sur des observations de terrain. Prêt à transformer ces défis? Allez, on y va. Les élèves ne s'écoutent pas entre eux. Cette petite phrase, elle résume tellement de journées, pas vrai? C'est un excellent point de départ, parce que ça touche vraiment au cœur de la dynamique d'une classe. Mais derrière cette frustration, qui est hyper commune, se cachent des mécanismes assez surprenants. Et c'est ça qu'on va aller creuser. Premier grand sujet, le fameux piège de la répétition. On a tous cette impression d'être un disque rayé, de répéter encore et encore la même chose. Mais alors pourquoi cette stratégie, qui nous semble si instinctive, est en fait complètement contre-productive? J'ai beau leur répéter 10 fois. Qui n'a jamais pensé ou dit ça? Sérieusement. C'est le symptôme parfait. On a l'impression d'avoir été limpide, on a répété pour être bien sûr, et pourtant, on voit ce regard vide chez certains élèves qui nous dit que non, le message n'est juste pas passé. C'est épuisant. Et là, c'est la question clé. Est-ce que c'est juste un manque d'attention de la part des élèves, ou est-ce que sans même s'en rendre compte, nos propres habitudes créent les conditions parfaites pour cette espèce de surdité collective? Bon, regardez ça. Le diagnostic est fascinant. Il ne s'agit pas de mauvaise volonté de la part des élèves, mais bien d'une habitude qu'on a créée sans le vouloir. En fait, leur cerveau, sachant que la consigne va être répétée, a appris à décrocher la première fois. Ça devient carrément inutile pour eux d'écouter activement tout de suite. La solution, même si elle paraît un peu folle, c'est d'arrêter de répéter. Radical. Et ça illustre parfaitement le changement de posture. On arrête d'être un simple émetteur d'infos, une sorte de radio, pour devenir un vérificateur de compréhension. Le simple fait de demander à un élève « Alors, qu'est-ce que tu dois faire ?» ça l'oblige à traiter l'information, pas juste à l'entendre passivement. On enchaîne avec la suite logique. Une fois que la consigne est donnée, une seule fois, comment on s'assure qu'elle n'a pas été seulement entendue, mais vraiment, vraiment comprise? Ça, c'est un tout autre défi. Ah, ce moment, le petit pincement au cœur, la frustration qui monte en flèche, on connaît tous. C'est le signal d'alarme typique qui nous dit qu'il y a eu une rupture quelque part dans la chaîne de la compréhension. Le constat est brutal, mais il est essentiel. Un élève qui n'a pas compris la consigne a zéro chance de réussir. Ce n'est pas une question de motivation, ni d'effort, c'est juste une question de fondation. Si cette première brique n'est pas posée, tout ce qui suit est voué à l'échec. C'est la question à 1 million de dollars. On sait tous que la réponse à « est-ce que tout le monde a compris ?» est presque toujours un « oui » général qui, souvent, ne veut absolument rien dire. Alors on fait quoi à la place? Et voilà une stratégie brillante, la vérification par les pairs. Au lieu que la compréhension repose uniquement sur l'enseignant, on la rend collaborative. On demande à un élève d'expliquer à un autre, et là le bénéfice est double. On vérifie que le premier a bien compris, tout en offrant une explication différente au second, avec d'autres mots. C'est un système actif qui met toute la classe au travail. Allez, on aborde un autre sujet, un outil qu'on sous-estime très souvent dans la gestion de classe, la voix. Son impact sur le niveau sonore général de la pièce, il est juste immense. Trop de bruit dans la classe, encore une plainte universelle, on a parfois l'impression d'être un agent de la circulation sonore. Mais et si, sans s'en rendre compte, on faisait partie du problème, et donc par la même occasion, de la solution? En fait, le principe est super simple. C'est un effet miroir. Si on s'adresse à toute la classe d'une voix forte, projetée, c'est normal. Mais si on garde cette même voix de classe pour parler à un seul élève juste à côté de son bureau, on envoie le signal que ce niveau sonore est la norme. À l'inverse, si on s'approche et qu'on chuchote à un élève, il va quasi systématiquement baisser sa propre voix pour répondre. Parlons maintenant d'un autre monstre sacré de la salle de classe, l'ennui. Comment on fait pour transformer des regards dans le vide ou une agitation permanente en une participation active et sincère? Ces signes, c'est le cauchemar de n'importe quel pédagogue. Ils montrent une déconnexion totale entre la leçon et les élèves. L'enjeu, ce n'est pas de leur jeter la pierre, mais de se demander comment on fait pour les raccrocher. Ici, on a 4 leviers super puissants. D'abord, la variété, pour casser la routine. Ensuite, des leçons plus courtes, pour respecter les cycles d'attention qui, on le sait, ne sont pas infinis. Troisièmement, et c'est crucial, le sens. Expliquer le pourquoi de chaque activité. Et enfin, un petit enjeu, un peu de jeu pour piquer la curiosité et l'esprit de compétition. Ok, pour finir, on va prendre un peu de hauteur. Parfois, la meilleure chose à faire, ce n'est pas d'en faire plus, mais de mieux regarder ce qui se passe.
Ce sentiment, il est tellement lourd à porter. On se sent responsable, on se sent coupable, on remet tout en question. Et si dans ces moments-là, la solution c'était justement de changer de rôle, de passer du mode acteur au mode observateur? L'idée, c'est de redéfinir complètement ce qu'est l'observation. Ce n'est pas de la passivité, loin de là. C'est une fonction professionnelle hyper active. C'est une collecte de données. C'est comme chercher des pépites d'or sur la façon dont les élèves apprennent vraiment. C'est seulement en se mettant en retrait qu'on peut enfin voir où sont les vrais blocages. Et voilà la conclusion. C'est peut-être l'idée la plus forte de toutes. C'est une inversion complète de la perspective. La plus grande source de formation continue pour un enseignant, eh bien, ce sont ses propres élèves. À une condition, bien sûr, prendre le temps de vraiment les observer. On termine notre exploration avec cette question. Que ce soit la façon dont une consigne est reçue, le niveau sonore qui monte ou les premiers signes d'ennui, un simple changement de regard peut absolument tout transformer. Finalement, l'observation, ce n'est pas juste un outil, c'est peut-être le tout premier et le plus puissant des leviers pour faire bouger les choses.